Bonjour à tous, avant de vous parler d'histoire, je suis sûr que vous avez tous une question en tête. Qu'est-ce que c'est que ce truc derrière moi? Non? Mais si je vous disais que le musée du Louvre n'a pas toujours été un musée, si je vous disais qu'à la base c'était un château fort qui a été construit sur Paris pour protéger la ville des envahisseurs. Je sens que j'ai votre attention là. Allez, on y va. À la fin du XIIe siècle, en 1180, Philippe Auguste devient roi des Francs et de la France. Alors que la situation du royaume est tout de même loin d'être au beau fixe, le roi décide de guerroyer un peu partout pour tenter de reprendre du territoire. Grâce à ses victoires et à une diplomatie gérée d'une remarquable manière, il agrandit considérablement le royaume de France en quelques années. Mais Philippe Auguste sait qu'il ne sert à rien de foncer tête baissée si l'on n'assure pas ses arrières. C'est pourquoi il entreprend de fortifier les châteaux existants et d'en construire de nouveaux pour sécuriser ses positions. C'est dans cette optique qu'en 1190, il prend la décision de renforcer la sécurité de Paris en construisant un château fort sur un des points faibles de la ville. Cette forteresse est construite sur le même modèle que d'autres édifices de la même époque. Un grand donjon circulaire de 32 mètres de haut au milieu de 4 grands murs de pierre longs de plus de 70 mètres chacun, avec des tours, elles aussi circulaires, aux angles. Bien entendu, l'édifice est entouré d'un fossé franchissable seulement par pont-levis, et le donjon à l'intérieur est lui aussi entouré d'un fossé. Bref, vous l'avez compris, il s'agit d'un pur ouvrage de défense conçu pour abriter une garnison et éventuellement broyer les inconscients qui s'égareraient par là. Bon, on s'en sert aussi pour entreposer quelques richesses ou enfermer quelques prisonniers comme le comte Ferrand qui n'aimait pas vraiment Philippe Auguste. Mais ça c'est bonus. Manque de bol ou pas, quelques années plus tard, la forteresse du Louvre est victime de la rapide expansion de Paris. Les maisons se construisent vite, toujours plus vite, et bientôt les solides murs du château sont entourés d'un quartier très dense en population. Vous vous demandez alors logiquement quel est l'intérêt d'avoir un bâtiment de défense militaire quand ce qu'il doit protéger n'est plus derrière lui, mais tout autour. Et je vous répondrai sans détour, absolument aucun. En fait, il sert vraiment plus à rien. Et c'est pour cette raison que progressivement le Louvre se transforme en lieu de résidence. Dans un premier temps, les rois y font quelques déplacements et on aménage bientôt les salles pour recevoir des invités. C'est de cette époque que date la salle Saint-Louis, la plus ancienne salle du Louvre. Même si on ne sait pas vraiment à quoi elle servait, peut-être de salle de garde ou de retrait, pour la salle du dessus qui sûrement accueillait plus de fêtes. Mais c'est vraiment au XIVe siècle que commence la réelle transformation du Louvre sous le règne de Charles V. Il fait ajouter des fenêtres aux murs, il lance la construction de l'aile nord et de l'aile est, il rénove les toitures, enfin, il modernise un peu le truc, quoi. Tout ça fait qu'on commence à s'y sentir assez bien au Louvre, et le roi décide d'y établir ses appartements, faisant de l'édifice un haut lieu du pouvoir royal. C'est aussi à cette époque que le Louvre commence à entrevoir son avenir plus culturel, puisque Charles V décide d'y créer une grande bibliothèque avec plus de 1000 ouvrages, qui pour une partie partiront malheureusement en fumée pendant la guerre de 100 ans. À partir de la Renaissance, c'est le grand chamboulement. François Ier fait du Louvre sa résidence principale et il lance d'énormes travaux pour moderniser l'ancienne forteresse. Il fait par exemple abattre le célèbre donjon du Louvre et son successeur Henri II crée la fameuse salle des Cariatides avec ses superbes statues qui se situent au-dessus de la salle Saint-Louis dont nous avons parlé tout à l'heure. La salle des Cariatides qui voit de très nombreux invités passer entre ses murs et dans laquelle se passent des bals et de grandes réunions. Non loin de là, Catherine de Médicis fait construire le palais des Tuileries, et Henri IV tâche de relier les deux édifices, qui dès lors partagent pas mal de choses. Globalement, entre le XVIe et le XVIIe siècle, le Louvre évolue énormément, et la grande partie de ce qui faisait la forteresse médiévale d'autrefois est remplacée par de nouveaux bâtiments. Aujourd'hui, on peut encore trouver quelques traces des murs médiévaux dans les sous-sols du musée, mais toute proportion gardée, eh bien, il en reste finalement assez peu. Malgré tous ces travaux, Louis XIV décide d'aller faire son nid ailleurs, à Versailles, et c'est pour cette raison que le Louvre accueille à partir de la fin du XVIIe siècle plusieurs académies. Tout d'abord l'Académie française, puis celle de peinture, de sculpture, d'architecture, de politique et même de sciences. En 1789, c'est la Révolution française. Le pouvoir n'a pas le choix et doit revenir sur Paris pour éviter les problèmes. Dès lors, ce n'est pas le Louvre, mais le palais des Tuileries qui sert de résidence au souverain, même si évidemment les Tuileries en accueillaient avant, et que le Louvre continue d'accueillir nobles, artistes et artisans par la suite.
Cependant, c'est exactement à cette époque que l'idée d'un musée qui émerge sous le règne de Louis XVI se concrétise. À partir de 1790, l'Assemblée nationale répertorie toutes les œuvres présentes sur le territoire, et en 1793, le musée du Louvre ouvre pour la première fois ses portes au public. Alors attention, à cette époque-là, tout le bâtiment n'est pas un musée, ce n'est seulement qu'une petite partie, et la plus grande partie est réservée à des administrations. Sous Napoléon Ier, de grands chantiers sont lancés et repris par Louis XVIII, Charles X et Napoléon III. En parallèle, au fur et à mesure des années, le musée prend de plus en plus de place et les collections s'étoffent. De nouveaux départements sont créés, et jusque dans la première moitié du XXe siècle, le Louvre accueille des milliers d'objets qui sont réunis ici et accessibles aux yeux des curieux. Mais dans les années 30, il y a une vraie réflexion muséographique qui se met en place. Si les réserves existent déjà, elles grandissent alors se remplissant d'œuvres que l'on peut étudier et les parcours qui sont proposés au public sont repensés pour être plus cohérents, contenant moins d'œuvres mais qui s'articulent mieux entre elles. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir comment cette institution a traversé les âges et les crises pour aboutir à ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est un travail de très longue haleine qui parfois nécessitait de mouiller la chemise. C'est notamment le cas en 1938, à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, quand le musée met en place un énorme plan de sauvegarde pour cacher ses œuvres un peu partout sur le territoire. Une stratégie gagnante puisqu'à la fin du conflit, le Louvre retrouve pratiquement toutes ses œuvres intactes. Nous revoici là où tout a commencé, devant la célèbre pyramide du Louvre, créée en 1989, donc il n'y a pas si longtemps. Cette œuvre contemporaine, elle sert surtout à mieux gérer le flux des visiteurs, qui passent désormais par elle pour accéder aux dédales du musée. Le projet de construction de cette pyramide a généré beaucoup de débats, puisqu'il était question d'insérer une œuvre moderne au milieu d'autres beaucoup plus anciennes. Avant sa construction, on avait même tendu des câbles à l'emplacement de la pyramide pour se rendre un peu compte de la place que ça allait prendre dans le paysage du Louvre. Aujourd'hui, le Louvre est un des plus beaux musées du monde. Et ce qui est encore plus beau, c'est que son histoire est intimement liée à la ville dans laquelle il a été construit, mais aussi à son pays, où toutes les sphères du pouvoir y sont passées. Cette œuvre prouve que cette institution n'est pas figée, elle évolue toujours, et peut-être que dans des dizaines d'années, un nouveau monument prendra place quelque part à l'intérieur ou autour du Louvre. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les grands découvreurs qui ont marqué l'histoire du Louvre, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne où j'ai fait une vidéo spéciale en cliquant ici. Bien entendu, des vidéos, il va y en avoir encore plein d'autres sur la chaîne du Louvre, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer, laissez un petit pouce vers le haut si l'épisode vous a plu, un petit pouce vers le bas si c'était pas le cas, et puis surtout laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de tout ça. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!